Pour chanter Veni Creator, il faut avoir chasuble d'or. Pour chanter Veni Creator, il faut avoir chasuble d'or. Nous entissons pour grande l'église, mais nos pauvres cas, nous n'avons pas de chemise. C'est nous les canaux, nous sommes tous nus. On commence en 1840 avec ce gouvernement Soult-Guizot qui est appelé par Louis-Philippe pour éviter la guerre, l'escalade guerrière de la France dans le cadre de la question d'Orient. François Guizot, lui, ne deviendra chef du gouvernement qu'en 1947. Au début, il est ministre des Affaires étrangères. Il est aussi le chef de file du Parti de la Résistance. Guizot, c'est le théoricien de la monarchie de Juillet, Parti de la Résistance, partisan de la monarchie constitutionnelle mais conservatrice. Et il représente l'esprit de la monarchie de Juillet et l'ordre bourgeois. Même si c'est Soult qui est Premier ministre, parce que Soult, en fait, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un prête-nom, mais il fait ça pour rendre service à Louis-Philippe. Mais c'est Guizot qui est l'âme politique du régime. Alors c'est un personnage, Guizot, qui est quand même important et considérable. Attendez, c'est un intellectuel de haut niveau, c'est un historien. Il est originaire de Nîmes. Son père, à Guizot, a été guillotiné en 1794, donc il a fait partie des victimes des montagnards. Au début, sous l'Empire, Guizot, lui, qui est un intellectuel, est complètement accaparé par ses devoirs, par ses travaux littéraires. D'historien, il a écrit La décadence et chute de l'Empire romain, il est professeur d'histoire, il écrit l'histoire de la révolution de l'Angleterre, l'histoire de la civilisation en Europe. C'est vraiment un intellectuel qui étudie son temps. On verra d'ailleurs que Lamartine aussi fera beaucoup de travaux d'histoire. Sous Louis-Philippe, il commence par être ministre de l'Intérieur, il est membre de l'Académie française, et ce sont ses qualités d'écrivain et de conférencier qui assoient son autorité. Il est reconnu comme un intellectuel de bon niveau à son époque. C'est un tempérament rigide, ou du moins Louis-Philippe le craignait comme tel. Voilà, Louis-Philippe a toujours pensé que Guizot était très rigide, trop rigide, et c'est pour ça qu'il est allé chercher vers Thiers peut-être d'autres solutions politiques, et finalement il revient à Guizot. Guizot redoute les émeutes républicaines, il passe pour un ennemi de la démocratie et du suffrage direct. Bon. En tout cas, il théorise le parti de la résistance. On va voir tout à l'heure quelles étaient les différences. Elles ne sont pas colossales entre le parti du mouvement et de la résistance. Ministre de l'instruction publique, on verra qu'il a fait un travail important pour généraliser l'enseignement primaire. De ce point de vue, il faut lui en savoir gré. C'est aux affaires étrangères, je pense aussi, qu'il rayonne beaucoup. Quand il va donner dans une campagne électorale son adresse « Enrichissez-vous par le travail, par l'épargne et par la probité », en fait, il répond à ceux qui, dans le parti du mouvement, réclament un abaissement du cens. Parce que comme le cens était trop haut, il fallait être un contribuable de bon niveau pour payer le cens. Guizot leur répond « Enrichissez-vous si vous voulez voter ». C'était un peu une réponse un peu cavalière, mais voilà, c'est ce que ça voulait dire. Je ne baisse pas le cens, et si vous voulez voter, vous avez qu'à être plus riche. Bon, un peu brutal, on va dire. Finalement, sa politique intérieure sera résolument conservatrice, sera impopulaire, et on verra qu'il va être discrédité par des affaires dont il n'est peut-être pas coupable ou responsable, des affaires de corruption qui vont entacher son régime et qui vont amener, par mécontentements successifs, la chute de la monarchie de Juillet. Il n'est pas mauvais de faire un rappel des différences entre ce parti du mouvement et le parti de la résistance. Bon, déjà au niveau des hommes, le parti du mouvement, c'est Lafayette et ensuite Thiers, les deux grandes têtes emblématiques du parti du mouvement. Le parti de la résistance, c'est Guizot et Soult, sachant que Soult est un prête-nom, quasiment un prête-nom. En fait, c'est Guizot.
Ces deux partis s'inscrivent dans la charte de 1830. Ils ne veulent pas une chute de la monarchie de Juillet, attention. Hein. Le parti du mouvement, ce sont des opposants, mais dans le cadre de la monarchie de Juillet. Alors, cette charte de 1830 avait été amendée par Louis-Philippe. Il avait amendé, on lui avait fait amender la charte de 1814, qui était celle de Louis XVIII. Et à l'époque de Louis XVIII, le roi octroyait la charte au peuple français. En 1830, 16 ans après, la charte n'est pas octroyée au peuple français, c'est un contrat entre le roi et le peuple. Le peuple est vraiment le souverain et le roi représente les intérêts du souverain. La charte de 1830 affirme la liberté religieuse, la liberté de conscience, le renforcement du pouvoir du Parlement. Donc c'est quand même un pas vers la démocratie, même si on verra que la liberté de presse a été quand même pas mal menacée selon les gouvernements. Le parti du mouvement, que veulent-ils ? Consolider la monarchie constitutionnelle. Bon, ça, d'accord, mais enfin c'est un peu passe-partout. Et que ce sont des libertés individuelles. Oui, mais lesquelles ? Ils avaient déjà la presse, Alors la liberté de réunion, oui, parce qu'on va voir que quand on a voulu raboter la liberté de réunion, ça a créé des émeutes populaires, d'accord. La liberté d'association aussi. Alors, responsabilité des ministères devant le Parlement, ça c'est important, c'est le régime parlementaire. Le ministre rend compte devant le Parlement. Si le Parlement n'est pas content, le ministre est renversé. Ça, c'est quand même un gage de démocratie par rapport à un régime non parlementaire. Et puis finalement, la revendication la plus forte, c'était la diminution du cens, c'est-à-dire on voulait accroître le corps électoral. Si on baisse le cens, il y a plus de votants. Ce sont des propositions, mais qui ne sont pas, entre guillemets, révolutionnaires par définition. Le parti de la résistance, ses priorités, c'est stabiliser ce qui existe. Voilà, c'est un parti conservateur. On stabilise l'existant. Évidemment, on privilégie l'ordre, la propriété, l'autorité du roi. Ça, c'était très important. Et surtout par rapport à Thiers, la prudence diplomatique. Thiers était un peu un aventurier au niveau diplomatique. On va le voir encore pour l'Algérie. Là maintenant, c'est plus lui qui est aux commandes. Mais enfin, il a quand même une politique diplomatique ambitieuse. On l'a vu pour l'Espagne et pour le Portugal déjà. Guizot va être beaucoup plus prudent. Et de fait, on va retrouver des relations cordiales avec l'Angleterre. Refus d'abaisser le cens chez Guizot, c'est la fameuse formule « enrichissez-vous ». Et recherche de la paix européenne. De ce point de vue, voilà, on fait passer la paix avant la diplomatie. Et donc avant la grandeur nationale. Chez Thiers, il y avait cette idée de grandeur nationale. Voilà à peu près les différences. C'est pas incompatible, mais enfin, ça méritait d'être un peu souligné. Bon, Guizot représente donc les conservatrices de la monarchie de Juillet. Aux affaires étrangères, il veut consolider la paix européenne avec 3 missions. Reconnaître, alors voilà, les missions que lui confère Louis-Philippe, donc quand il est nommé aux affaires étrangères, reconnaître le traité de Londres du 15 juillet. On n'était pas dedans à cause de Thiers, maintenant on rentre dedans. Voilà. On renoue l'entente durable avec l'Angleterre. L'Angleterre, il ne faut pas faire la guerre avec l'Angleterre. Après le blocus continental, c'est bon, on fait la paix avec l'Angleterre. Et on évite toute aventure militaire à l'extérieur des frontières. Voilà les missions de Guizot, et voilà ce dont Guizot va s'acquitter finalement, parce que Guizot va faire preuve, alors on parlait de rigidité, mais Guizot va faire preuve d'un grand talent diplomatique. Bon, c'est un intellectuel de haut niveau, donc quand il veut, il est bon. Voilà, en gros c'est ça que ça veut dire. Et il va de fait diriger la politique de la France. Au début ça va bien se passer, et avec l'usure du pouvoir, on verra que la fin va être beaucoup plus problématique. Alors déjà, un phénomène politique important, le tiers parti bascule du côté de Guizot. Alors ce tiers parti, on avait vu, c'est un parti centriste qui avait émergé à droite des libéraux, à gauche des orléanistes, et qui finalement assurait une majorité à un camp ou à un autre selon comment ils votaient. Et là, le parti centriste va basculer parce que le parti centriste est quand même effrayé par l'attitude de Thiers. Si le tiers parti bascule du côté des orléanistes, Guizot va jouir d'une majorité de 62% des voix, ce qui va lui donner une majorité stable, confortable, au début de son mandat. Il part sous de bons auspices, on va dire. Alors quand même, il faut mettre au bénéfice de Guizot et de la monarchie de Juillet certaines avancées industrielles, techniques, qui ne sont pas négligeables. Déjà, on développe les chemins de fer.
Il avait un réseau en étoile à partir de Paris, ça c'est Guizot qui décide de faire comme ça. Juste deux chiffres, hein. En 1937, la France avait 2020 km de lignes de chemin de fer, et en 1948, elle en a 2000 km, quand même un progrès important. C'est le décollage ferroviaire date du gouvernement Guizot. Guizot croit, de ce point de vue, il est très saint-simonien, il croit au développement du capitalisme moderne, donc les banques, les industries, la bourse de Paris. Hein. Il donne une impulsion à la bourse de Paris. Cette bourse de Paris, depuis 1826, hein, elle avait été créée sous Charles X au palais Brongniart, hein, ce qui est toujours le siège de la bourse actuelle. Et sous Guizot, la bourse de Paris enregistre une forte hausse, ce qui met finalement les détenteurs du capital dans des bonnes dispositions vis-à-vis du gouvernement. Il vaut mieux que les investisseurs acceptent d'investir. C'est bien l'âge d'or de cette bourgeoisie d'affaires décrite par Balzac dans ses romans. Mais il faut quand même avoir à l'esprit que l'embellie boursière ne va pas empêcher la crise économique qui va fortement impacter le gouvernement Guizot à partir de 1847. Et on va voir que c'est ça qui va emporter la monarchie de Juillet. Une crise grave. Donc on peut avoir quand même une bourse florissante et une crise économique à la clé. Hein. Ça, moi je ne suis pas un économiste, mais bon, certains pourront l'expliquer. Guizot développe l'enseignement primaire d'une manière aussi importante. 2500 écoles primaires seront ouvertes entre 40 et 47. 90% des communes auront leur école primaire, ce qui est déjà pas mal. On peut dire que pratiquement la totalité des garçons, ou 80% des garçons vont être scolarisés, alors des garçons, hein, toutes les filles ne sont pas scolarisées, et sortent de l'illettrisme. Dès lors qu'ils vont à l'école primaire, ils apprennent à lire. Enfin, à l'époque, ils apprenaient à lire à l'école primaire. C'était une boutade. Voilà. C'est une catastrophe. Voilà. C'est au bénéfice de Guizot. Et surtout, alors, l'apaisement des relations avec l'Angleterre au titre d'une politique de paix qui va être mise en place. C'est ce qu'on va appeler la première entente cordiale. Hein. Et Guizot a cette phrase qui est très belle et je pense qu'il n'aurait pas déplu au général de Gaulle. Il dit « La France est assez forte pour n'avoir pas besoin d'être conquérante ». C'est beau, c'est vrai. C'est une belle phrase, je trouve, qui peut bien définir une politique. Mais il faut qu'elle soit forte. Si elle n'est pas forte, voilà. Donc être forte sans être conquérante. Donc c'est avec Guizot que va apparaître avec l'Angleterre la première entente cordiale. Ouais. Alors cette entente cordiale, finalement, va caractériser sa politique. Elle exprime une volonté de paix réciproque entre les deux pays, parce que finalement les Anglais n'ont rien contre. Hein. Déjà, rappelez-vous, avec Talleyrand, Castelrig, ils s'entendaient bien, les ministres des Affaires étrangères anglais et français, hein, dans le passé. Donc il n'y avait pas de raison que ça ne continue pas. On va mettre en place des coopérations au niveau des flottes militaires qui vont échanger leurs informations, qui vont coordonner leurs déplacements en Méditerranée, coopération dans la navigation commerciale également. Alors, un détail important dont nous allons reparler dans la Seconde République, en 1941, la France adhère enfin au traité de répression de la traite des Noirs en Afrique de l'Ouest. Parce que ce traité de répression de la traite des Noirs était une initiative des Anglais à laquelle la France... Je vais en reparler parce que je vais faire tout un chapitre sur l'esclavage. Donc on va en reparler en détail, c'est très intéressant. À laquelle la France n'avait pas adhéré. Et bien là, ça y est, en 1941, la France donc accepte et désormais les navires anglais, français vont pouvoir contrôler et mettre sous surveillance à partir des côtes du Sénégal, de la Sierra Leone et du Nigeria, donc toute la côte ouest de l'Afrique, tous les navires en partance pour le Brésil, les Amériques, le Portugal, l'Espagne parfois, les navires cubains qui étaient parfois chargés d'esclaves. C'est quand même incroyable, hein, on mettait ces malheureux dans les... Ah ben oui, ça continuait, la traite continuait, oui. Ouverture des marchés financiers parisiens aux capitaux britanniques, bon, on commence à la finance internationale, hein. Des discussions techniques pour réduire les droits de douane, donc on est dans la coopération technique. On essaye d'améliorer les services postaux entre les deux pays parce que ça ne fonctionnait pas, c'était quand même embêtant. Maintenant, on essaye d'améliorer les services postaux. Et à l'initiative de Guizot, la jeune reine Victoria, elle est née en 1819, elle est reine en 1837,
jusqu'en 1901, la reine Victoria, hein, elle va développer avec Louis-Philippe des rapports de convivialité, et elle sera reçue par Louis-Philippe en Normandie, et en 1844, Louis-Philippe, donc 4 ans avant la fin du régime, effectuera à Londres la première visite d'un souverain français depuis la guerre de 100 ans. Il était temps. Il était temps qu'on aille un peu s'occuper des Anglais, quoi. Voilà, dire bonjour à nos amis anglais. Voilà. Alors, à l'époque, des illustrations qui ne sont pas des illustrations gouvernementales, hein. Des artistes indépendants ont décidé d'illustrer, comme vous le voyez, cette entente cordiale. Britannia, qui est l'égérie anglaise, et Marianne, qui est l'égérie française. Marianne, qui n'est pas encore le symbole de la République, quoiqu'elle a un bonnet phrygien, donc ça ne peut pas être le roi qui édite ça, mais c'est quand même dans l'esprit du temps. On voit Marianne 2 fois avec le bonnet phrygien ici et ici, vous voyez. Ça incarne quand même une forme de républicanisme français. Enfin, bref, c'est des deux rives de la Manche, là, c'est l'entente cordiale avec l'Angleterre, c'est quand même mieux que la guerre, et ça, c'est à mettre à l'actif de Guizot. Mais bien entendu, comme souvent, Guizot va être confronté à partir de 1946 à l'usure du régime. D'abord, Louis-Philippe craignait sa rigidité. Son refus d'abaisser le cens va effectivement être un moteur de mécontentement. Le pays, à l'époque, comptait 35 millions d'habitants, il n'y avait que 200 000 électeurs. 200 000 électeurs, pas 200 000 électeurs. Donc 200 000 électeurs, alors on aurait pu passer à 400 000, voire 1 million, en baissant un peu le cens. Voilà. Ce qui aurait satisfait une catégorie de la population. Mais ce sont surtout des affaires de corruption qui vont ternir la réputation du régime. Je pense que Guizot n'y est pour rien, mais il va passer pour celui qui les couvre. Et ça va pas on va pas l'accepter parce que Guizot passe pour quelqu'un d'extrêmement rigoureux et irréprochable, et on ne peut pas imaginer qu'il a couvert des affaires de corruption. Bon, alors après, c'est des détails, hein. Dans les houillères de Haute-Saône, un ancien ministre, un général, pair de France ont été impliqués. Ils ont une histoire de pot de vin. Ils sont passés aux aveux. Ils ont pris 2 ans et 3 ans de prison, donc des amendes. Grosso modo, la justice a fait son travail, je dirais, mais bon, la bourgeoisie est choquée, on y voit la preuve que, sous couvert d'enrichissement, le régime favorise des affaires douteuses. Et ça affaiblit beaucoup le régime à l'époque. Il y a une autre affaire de corruption du duc de Choiseul qui aurait reçu du ministère de l'Intérieur des fonds secrets pour acheter des voix des pairs de France. Bon. Et là, Guizot se défend mal, il répond « Les fonds secrets sont indispensables au gouvernement. » Oui, d'accord, mais pas pour acheter les élections. Ça se passe pas bien, il est rigide, il se défend pas bien, et ça déplaît fortement. Et la rumeur court, sous Guizot, tout s'achète, vous voyez. Donc c'est lui le pauvre qui est... Enfin, je pense qu'il n'y est pas pour grand-chose, mais bon, voilà. C'est lui le chef du gouvernement. En 1947, il est Premier ministre, hein. Donc c'est quand même lui le chef. Voilà. Ensuite, évidemment, on l'accuse d'autoritarisme. Guizot exerce sur les préfets une autorité absolue, un état d'obéissance des préfets total. Mais il fait ce que faisait Bonaparte, sous le consulat, mais bon, c'est plus la même époque. On parle de corruption politique, de confiscation du pouvoir. Ça, c'est à son détriment. Le plus grave, c'est certainement la crise économique qui va surgir en 1947, parce que là, évidemment, il y a des pauvres, des faillites, et donc les gens vont souffrir, et à ce moment-là, la colère va monter. Alors, c'est toujours pareil, ça commence par de mauvaises récoltes, en 1946, qui provoquent une hausse du prix du pain. De la hausse du prix du pain, on a des difficultés de niveau de vie. Alors, il y a aussi la spéculation des chemins de fer, là. J'ai pas approfondi, donc développement industriel, spéculation. Ça, malheureusement, quand il y a une bulle industrielle, il y a souvent la spéculation qui s'y met. Ça crée des faillites bancaires, un effondrement du crédit, des faillites de négociants dans l'industrie textile, des licenciements massifs, parce que quand les entreprises perdent de l'argent, elles se séparent du personnel, et licenciements massifs, chômage, hausse des prix du pain, et voilà, c'est la boule de neige du mécontentement social. 120 000 ouvriers sont privés de travail au cours de l'hiver 47-48. Le pays plonge dans une nouvelle dépression sociale. Mais ce qui pêche
en défaveur de Guizot, c'est qu'il y avait la promesse d'un développement industriel qui allait être triomphant. Et on voit arriver le contraire. Et c'est ça qui fait beaucoup de mal. Le développement industriel, donc la confiance des milieux d'affaires, qui étaient les trois piliers sur lesquels reposait la politique économique de Guizot, s'effondre en quelque sorte. La colère des industriels et de la bourgeoisie d'affaires a provoqué un rapprochement politique entre les bourgeois, les libéraux et les républicains. Les libéraux diront, bourgeois, vous voyez qu'on a raison. Et donc ça va créer un rapprochement politique qui finalement va se retourner contre le parti au pouvoir. Le système fiscal est considéré comme injuste par les plus pauvres. Alors, j'ai essayé de développer sur le fisc, mais c'est très compliqué d'arriver dans le fisc. Il faut savoir juste, donc je gardais vraiment le minimum, les impôts directs, il n'y avait pas d'impôt sur le revenu dans la monarchie de Juillet. Les impôts directs étaient des impôts fonciers. Ce n'était pas des impôts sur le revenu. C'était sur la terre. Voilà. C'était sur la terre et la propriété. Ces impôts directs représentent 35 à 40% du budget de l'État. Contributions foncières, mobilières. La patente, c'est ce que payaient les commerçants et les artisans pour travailler. C'était une licence qu'ils achetaient. Et c'est ça qui fixait le sens électoral. Les votants étaient ceux qui payaient les impôts directs. Mais le peuple qui paie les impôts indirects sur la consommation paie énormément d'impôts parce que tout est cher. Le pain, le sucre, le sel, voilà. Et ça n'ouvre aucun droit. C'était 45% du budget et ça n'ouvrait aucun droit, aucun droit électoral. Vous voyez ? Ça aussi, ça crée un fort mécontentement parce que la vie est chère à cause des impôts indirects. Les impôts indirects sont très injustes parce que les riches ne paient pas plus que les pauvres. Quand vous achetez du pain, vous payez le même prix. Donc on pourrait dire que c'était de la TVA. Aujourd'hui, on paye tous la TVA. Ça ressemble à ce qui est aujourd'hui la TVA. Le système fiscal reflète donc la sociologie du régime censitaire. Les classes possédantes votent, les classes populaires payent. Et c'est ça qui a fini par créer une nouvelle révolution. Alors, après, l'anecdote va se polariser autour de la fameuse stratégie des banquets. Puisque la loi interdisait à l'opposition de se réunir en association, puisque c'était limité à 20 personnes, les opposants politiques vont organiser des banquets au cours desquels ils vont prendre la parole devant des centaines de personnes. Voilà, et ça va être la stratégie des banquets qui va faire florès. Et dans toute la France, les opposants vont organiser des banquets conviviaux, n'est-ce pas? En plus, ça fait venir les bourgeois, c'est une ambiance de convivialité, c'est agréable. Alors dans les prises de parole, évidemment, on parlait du sens, on parlait de la corruption ministérielle et on critiquait Guizot. Et quand Guizot va se rendre compte de ça, il va interdire les banquets en janvier 48. Et on sait que la révolution de 48, c'est février. Donc, on n'est pas loin de la révolution, là. C'est l'étincelle qui va mettre le feu aux poudres, cette interdiction des banquets. Donc il y a un grand banquet parisien le 22 février qui devait se tenir dans le 12e arrondissement, je crois. Il est interdit. Alors il est interdit pas le jour du banquet, plusieurs jours avant. Alors la veille du banquet, ce sont les étudiants qui manifestent dans la rue les premiers. Le 22, ils sont rejoints par les ouvriers. Il y a un petit côté mai 68, là, vous voyez. Rejoints par les ouvriers. Le 23 février, un détachement de la garde nationale ouvre le feu. Alors ça c'est l'époque. Vous manifestez dans la rue, l'armée vous tire dessus, quoi. Ouvre le feu au boulevard des Capucines, faisant une 50aine de morts. Vous imaginez aujourd'hui ? Voilà. C'est le problème de l'époque. On va le retrouver en Algérie. C'est une époque violente. On tue les gens. Voilà. Aujourd'hui, je dirais presque qu'on a tellement peur de l'incident qu'on ne fait plus rien. C'est l'excès inverse, vous voyez ? On les épargne. Oui, alors il y a eu chez les Gilets jaunes, il y a eu des violences, oui, c'est vrai. Ces 50 morts-là vont être récupérés par les manifestants, c'est l'image que vous voyez dessous. Ils vont être mis sur des charrettes et promenés dans Paris pour être... Alors vous voyez, il y a des flambeaux, parce qu'en fait il fait nuit. Alors évidemment la nuit ne peut pas être dessinée sur la gravure, sinon on ne voit plus rien. Et les émeutiers, éclairent au flambeau les morts en disant aux Parisiens, voyez ce qui a été fait par l'armée, par la police. Voilà. Massacre du boulevard des Capucines le 23 février à 10h. Alors c'est 10h du soir, là il fait nuit, et voilà ce qui se passe dans Paris. Là on est 23-24 février, c'est quand même... On est à un jour, à 24 heures là, de la Révolution. En urgence, Louis-Philippe destitue Guizot et rappelle Thiers, croyant qu'en faisant appel à Thiers pour la 3e fois, c'est pour vous dire, Louis-Philippe, c'est un gentil garçon,
Mais à mon avis, il n'était pas du tout au niveau. Il fait des élections quand ça ne va pas, il rappelle Thiers pour la 3e fois. Il est évident que ce n'est pas ce qui allait fonctionner. Il ne fallait pas qu'il fasse ça. Il fallait qu'il s'adresse au peuple, qu'il prenne des engagements, qu'il aille physiquement devant le peuple, s'engager. Voilà. Il ne le fait pas. Bon, il rappelle Thiers au gouvernement dans l'espoir de calmer la foule. C'est trop tard. D'autant que Thiers, c'était l'homme de la répression de la rue Transnonain, donc était mal placé pour protester contre les répressions de 1848. Il n'a aucune autorité et c'est l'insurrection. Et nous arrivons à la journée révolutionnaire du 24 février 1948. Après la fusillade du 23, l'émotion est intense dans Paris. À nouveau, les rues se couvrent de barricades. 18 ans après les Trois Glorieuses, on recommence le même scénario. Et oui, Trois Glorieuses, c'était 1830. Le matin du 24, c'est la panique dans les ministères. Louis-Philippe adopte une posture honorable. Il veut abdiquer parce que quand même, il a des généraux qui disent « Sire, nous allons mobiliser l'armée, on va tirer sur la foule ». Le général Bugeaud, il est prêt, lui. Il vient de faire ça en Algérie, il est prêt à continuer à Paris. Et Louis-Philippe, il faut le lui reconnaître, préfère abdiquer que provoquer le bain de sang. On va dire qu'il ne s'accroche pas au pouvoir. Mais il abdique en faveur d'un successeur qui ne renonce pas au régime. Voilà. On peut dire que Louis-Philippe évite le bain de sang, le roi citoyen préfère abdiquer. Il dit à Bugeaud, il faut éviter les fusions de sang, je ne veux pas d'une guerre civile. Bon, ça c'est plutôt bien de sa part, je ne ricane pas là-dessus du tout. Mais alors, il a 2 fils. L'aîné, c'est le duc de Nemours, qui est présent à Paris, mais qui veut absolument pas apparaître comme un successeur, ni un roi imposé par un coup de force. Le duc de Nemours dit « Ne comptez pas sur moi ». Le deuxième fils, le prince de Joinville, il est navigateur, il est au milieu des océans. Donc là, il n'est pas sur place pour régler le problème. Ces 2 fils sont indisponibles pour recevoir l'abdication du roi. À 11h, Louis-Philippe décide d'abdiquer en faveur de son petit-fils, le comte de Paris, qui va sur ses 10 ans. La belle-fille serait régente, j'ai oublié son prénom, la duchesse d'Orléans, Hélène, duchesse d'Orléans, qui était la veuve d'un fils aîné qui n'est plus là, serait régente. Et elle est populaire, elle a une bonne image auprès du peuple. Louis-Philippe pense que c'est ça qu'il faut proposer. Il propose son abdication et que son successeur soit plus tard l'enfant, son petit-fils. Voilà. À 13h30, la duchesse d'Orléans, accompagné de son fils, qui est le petit-fils de Louis-Philippe, apparaît à la Chambre pour que les députés acceptent le principe de l'abdication du roi, en faveur de son petit-fils et de la régence de sa belle-fille. Et là, Alphonse de Lamartine, qui n'avait pas fait parler de lui jusqu'à présent, qui est un député de l'opposition, un député tout à fait honorable, qui est respectueux, mais bon, de l'opposition quand même, s'incline d'abord devant la duchesse, et puis après s'écrie la régence, mais c'est la guerre civile. Lamartine a compris que maintenant, il n'y a plus que la République qui peut sortir la France de l'insurrection. Il répond cela à ceux qui l'interrogent. Lamartine sait que le 29 juillet 1830 ne se reproduira pas, parce que c'était quand Lafayette a proposé aux Parisiens le règne de Louis-Philippe comme lieutenant général du royaume avant de devenir roi constitutionnel. C'était le 1830, 29 juillet, c'était la fin des Trois Glorieuses. Alors à 13h45, en plus, la porte du palais Bourbon cède et les émeutiers font irruption. Des groupes armés envahissent la Chambre. Là, on est à nouveau dans les sans-culottes armés de 1793. On n'est pas loin. Voilà. Il avait déjà envahi la Chambre en 93 avec Henriot qui avait tiré au canon contre les députés. Enfin, ça rappelle des mauvais souvenirs. L'hypothèse de la régence aura vécu 2 heures, de 13h30, non, un quart d'heure. Un quart d'heure. Vous voyez, j'ai écrit le quart d'heure où tout bascule. Voilà. Donc, la régence dure un quart d'heure, n'est-ce pas ? C'est la plus courte régence. Voilà, la plus courte régence de... Voilà. Lamartine, on a un grand Lamartine, homme de lettres, déjà célèbre, jouit d'une grande autorité morale. Il a l'intention d'installer la République, mais il ne veut pas d'une République rouge. Lamartine ne veut pas des violences de 93. Parce qu'il y a d'autres républicains qui ne sont pas pour couper la tête à tout le monde. Il n'y a pas que des blanquis chez les républicains. Voilà. Il parle d'une république pacifique et fraternelle. Et puis,
Il y a du lyrisme chez Lamartine quand il parle, voilà, c'est lyrique. Il leur dit le drapeau rouge n'a jamais fait que le... Parce qu'ils agitent le drapeau rouge, hein, certains républicains. Le drapeau rouge n'a jamais fait que le tour du champ de Mars dans le sang. Le drapeau tricolore a fait le tour du monde avec la gloire et la liberté. Donc voilà, il arrive par le verbe à légitimer sa conception de la République. Je parle à l'époque, je ne sais pas si aujourd'hui on dirait la même chose, mais enfin, à l'époque, ça pouvait avoir un sens, le drapeau tricolore, très fort. Hein, voilà. Alors, le peuple, que fait le peuple à ce moment-là? Là, ils sont au Palais Bourbon, ils vont se diriger à l'hôtel de ville, qui reste le symbole du pouvoir populaire. Tout le monde part à l'hôtel de ville, et le cortège arrive devant l'hôtel de ville, et là, ils sont devant l'hôtel de ville. Vous voyez, les émeutiers, il y a les pavés, il y a déjà des morts, vous voyez, il y a eu déjà des problèmes, les drapeaux rouges, bleu, blanc, rouge, bon, etc. Il y a des émeutiers qui sont déjà dans les bureaux, qui ont investi l'hôtel de ville. Là, on reconnaît le bâtiment d'hôtel de ville de Paris, hein. Et c'est le perron d'hôtel de ville, c'est pas le balcon. C'est le perron, parce que souvent on va remarquer le balcon, c'est le perron d'hôtel de ville. Là, Lamartine prononce un discours dont je vous reparlerai la prochaine fois. Il y a des extraits dans la prochaine séance qui est très beau. Il y a des extraits, des phrases très belles. Il a le courage, vous voyez, seul, devant, en face à face. Il parle au peuple. Et ça, c'est respecté dans la foule. À l'époque. Vous voyez, il ose... Il se montre, il y va, et sa voix obtient le silence, etc. Et voilà, donc oui, bien sûr qu'il faut du courage, mais le peuple respecte le courage. Il empêche l'effusion de sang, il établit un gouvernement provisoire avec des députés libéraux et républicains, mais ça, on va le voir la prochaine fois. On dit que le 24 février 1948, la Seconde République vient de naître dans un élan de liberté et de dignité incarné par Alphonse de Lamartine. Voilà, et oui, c'est une belle conclusion. Alors, les deux principales évolutions politiques de la monarchie de Juillet resteront l'apprentissage, parce qu'il y a quand même un bilan, l'apprentissage du régime parlementaire et la liberté de la presse, hein, avec l'époque balsacienne. Là, vous avez la liste des journaux qui, toutes tendances confondues, qui paraissent à l'époque, il y a quand même une diversité d'opinions qui n'est pas négligeable. Le jeune Charles-Henri Havas crée l'agence Havas à ce moment-là, eh oui, qui est la première agence de presse. Il envoie des représentants dans les différentes rédactions étrangères et il donne aux journaux les informations que les journaux, oui, ça vient de là, l'agence Havas, que les journaux traitent chacun à leur façon, mais c'est à partir des informations de l'agence Havas. Eh oui, en 1835. Cette agence Havas va bénéficier de l'invention du télégraphe optique de Chappe et du télégraphe électrique, parce que c'était quand même plus facile avec le télégraphe que courir à cheval. Elle va s'imposer comme une agence de presse française. C'est la première du monde. Hein. Donc la France était en avance à l'époque. Hein. Eh oui. Elle sera privatisée en 87 pour se recentrer sur l'édition, puis sera absorbée par le groupe Vivendi en 98. Donc maintenant, elle n'existe plus. La caricature dans la presse va faire son apparition, et ça c'est important parce que beaucoup de gens vont acheter la presse pour voir les caricatures, de Daumier par exemple, qui était le grand caricaturiste. Hein. Et puis il y a un autre phénomène qui va booster la presse, c'est les feuilletons des romans. Et alors c'est l'origine du mot feuilleton parce que les romans, on feuilletait le journal pour lire les romans de Balzac, de Georges Sand, de Gensu, d'Alexandre Dumas. Ça a donné l'origine du mot feuilleton. Voilà. Et ça permet aux journaux de mieux se vendre. Et enfin, la publicité va permettre de baisser le prix des journaux pour en vendre davantage. Donc on peut dire que la monarchie de Juillet va être le début de la presse moderne. Michel, tu vas lire la conclusion de Jacques Julliard sur la monarchie de Juillet. Absolument, c'est Jacques Julliard qui s'exprime dans Les Gauches françaises, des livres de chevet de Pierre. Oui, un ancien livre de chevet. Les orléanistes, qui se contentaient de l'esprit de la charte et de la liberté de presse, refusèrent longtemps de voir qu'au bout de l'abolition de l'Ancien Régime, il y avait fatalement la République. Or, ce n'était pas pour mettre sur le trône le duc d'Orléans que les Parisiens avaient élevé des barricades en 1830. Ce roi bourgeois qu'était Louis-Philippe était nécessairement une transition régnante, selon l'expression de Victor Hugo. Merci Michel. Voilà la conclusion politique qu'on peut donner à la monarchie de Juillet. Alors là, je vous propose d'arrêter là parce qu'on a encore le chapitre sur la guerre d'Algérie, mais je vois qu'il est 17h
et Aurélie va bientôt arrêter. On verra ça la prochaine fois, parce que ça peut être associé à un autre... Ça nous fait quelle date? Ah, ben ça nous fait le 5 janvier, hein. Ce sera le premier lundi de janvier. Il y en a quand même 5 pages. Et puis on parlera des mystères de Paris de Gensu, mais ça on verra ça la prochaine fois. Là on va arrêter maintenant. Je pense que c'est plus raisonnable. Merci et à bientôt. Et c'est bien dense. Hein, Ouais, c'est dense. Ouais. c'est une époque très dense. Hein. Oui, sympa ça.